Ce soir-là, au Bristol, les lumières de Paris scintillaient comme des promesses lointaines. Tout autour de moi, le murmure des conversations, le luxe discret, laissait deviner une réussite que j'avais bâtie pierre par pierre. Mais mon esprit, lui, s'attardait sur un autre décor, un autre soir, il y a des années. C'était dans notre pentouse de l'avenue Montaigne. J'avais tendu une petite enveloppe blanche à Antoine, mon mari alors. Un geste simple, porteur d'un espoir immense. Sa réaction, un regard froid, quelques mots sur le pire moment possible, a suffi à sceller notre destin. Il pensait que mon silence était de l'acquiescement, de la faiblesse. Il ne savait pas que c'était le début d'une observation attentive, le calme avant une tempête qu'il n'avait pas vue venir. Il ne savait pas que la vérité, parfois, attend que tout s'effondre pour se révéler pleinement. Et ce soir-là, au Bristol, cette vérité allait enfin se montrer, sous les yeux d'un enfant. Je m'appelle Élise Fournier, et cette soirée au Bristol, à Paris, scintillait de mille feux. Les robes longues, les costumes ajustés, le murmure des conversations mêlées au cliquetis délicat des verres, tout y respirait le succès et l'ambition de la haute finance française. Azur Finance, mon entreprise, avait sa place désormais, une petite lumière discrète mais solide dans ce grand ballet. Je me tenais là, un verre de vin blanc à la main, observant la scène avec une certaine distance, une paix que je n'aurais jamais cru possible il y a quelques années. Mon regard se posa sur Lucas, mon fils, qui dessinait paisiblement sur sa tablette dans un coin du grand salon, insouciant du monde d'adultes qui l'entourait. Il était mon ancre, la preuve vivante de ma résilience, mon plus beau combat. Puis, l'air changea. Ce n'était pas un vent frais, plutôt une onde, une présence connue, presque oubliée. Antoine Dubois. Mon ex-mari. Il apparut près de l'entrée principale, son aura de puissance toujours intacte, mais son visage portait les marques d'une fatigue plus profonde, d'une tension que les projecteurs ne pouvaient dissimuler. Il était là, un PDG que j'avais autrefois aimé et craint, un homme qui m'avait brisé pour mieux reconstruire. Nos regards ne se croisèrent pas tout de suite, il balayait la salle, peut-être à la recherche de quelque chose, ou de quelqu'un. Mon cœur ne s'emballa pas, non, pas cette fois. Juste une pointe de surprise, comme quand on se souvient d'un vieux rêve. Alors qu'Antoine tournait légèrement la tête, cherchant son équipe parmi la foule, ses yeux s'arrêtèrent. Ils se fixèrent. Non pas sur moi, mais sur Lucas. Mon fils, avec ses cheveux sombres et ce léger froncement de sourcils qu'il avait hérité de moi quand il se concentrait, continuait de dessiner, plongé dans son monde imaginaire. Le regard d'Antoine s'attarda, 1 seconde, 2 secondes. L'expression sur son visage, habituellement si maîtrisée, se mua en un mélange de confusion et d'une curiosité inattendue. L'agitation ambiante parut s'estomper, le temps s'étira. Une étrange, presque lourde, bulle de silence s'installa entre eux, entre nous. Lucas, sentant peut-être cette attention, leva la tête et regarda Antoine avec une innocence désarmante. Antoine cligna des yeux, comme s'il tentait de dissiper une illusion. Son corps, d'habitude si sûr, parut se raidir légèrement. Il fit un pas hésitant, puis un autre, vers notre coin, vers Lucas. Mon souffle se bloqua un instant, non par peur, mais par l'écho d'un passé que je croyais enfoui à jamais. Il arriva à quelques mètres de nous, s'arrêta. Sa voix, autrefois si autoritaire et tranchante, fut alors un simple murmure, chargé d'une incertitude que je ne lui avais jamais connue. « C'est qui le garçon » demanda-t-il, ses yeux fixés sur Lucas, ignorant ma présence, comme il avait toujours su le faire. Je serrai mon verre, le regard ancré dans le sien, sans trembler, prêt à faire face. Je n'étais plus la femme qu'il avait connue. L'image d'Antoine et de Lucas, séparée par ces quelques mètres, ramenait mes pensées loin, très loin en arrière. Je me revoyais jeune marié, les yeux pleins d'étoiles, entrant dans l'immense pentouse que nous partagions sur l'avenue Montaigne. C'était un écrin de luxe, avec ses murs de verre offrant une vue imprenable sur Paris, une ville vibrante sous nos pieds. Tout y était somptueux, le marbre froid, le mobilier design, des œuvres d'art choisies avec soin. Mais au-delà de cette opulence, il y régnait une solitude étrange, presque tangible.
Je me sentais parfois comme une invitée permanente, une décoration soigneusement placée, admirée pour son esthétique, mais rarement touchée. Antoine, lui, ne vivait que pour Dubois Capital. Son monde tournait autour des chiffres, des acquisitions, des millions d'euros qui s'envolaient et retombaient, des prises de décision audacieuses. Chaque jour était une nouvelle bataille à gagner, un sommet à atteindre. Je le voyais partir tôt le matin, élégant, déterminé, et revenir tard le soir, le visage parfois marqué par la fatigue, mais toujours par la satisfaction du devoir accompli. Nos conversations se limitaient souvent à des questions polies, des banalités échangées entre deux mondes qui ne se rencontraient jamais vraiment. Ces dîners d'affaires étaient fréquents, ces voyages incessants. Je passais mes soirées seul, dans ce silence qui me paraissait d'abord apaisant, puis de plus en plus pesant. Je me souviens qu'Antoine me complimentait parfois. Il appréciait ma discrétion, ma capacité à ne pas me plaindre, mon calme. Je souriais alors, me sentant valorisé, même si au fond de moi, je ne comprenais pas bien pourquoi ses qualités, ou plutôt ses absences de défauts, étaient si précieuses à ses yeux. Je me disais que c'était sa façon d'aimer, une façon de soutenir sa carrière exigeante. Je voulais être la femme parfaite à ses côtés, celle qui ne dérange pas, celle qui comprend. Je croyais que cette discrétion, cette absence de demande, était la clé de notre harmonie. Avec le temps, j'ai compris. Ce qu'Antoine admirait dans mon silence, ce n'était pas ma sérénité, mais mon absence de bruit, mon incapacité à créer des vagues dans son univers si parfaitement ordonné. Mon rôle était de maintenir l'image, la façade impeccable de sa vie personnelle, sans jamais en perturber l'équilibre. Je n'étais pas une partenaire, encore moins une confidente. J'étais une figure, une ombre élégante qui ne projetait aucune ombre sur ses propres ambitions. Le palais de verre où nous vivions n'était pas un foyer, mais un observatoire d'où il dominait le monde, et où moi, j'observais la froideur de mon propre mariage. Le rêve d'un amour romantique, celui que j'avais un jour caressé, se fissurait lentement, silencieusement, comme le verre sous la pression, sans que personne d'autre que moi ne le remarque. Le souvenir de cette révélation, de ce moment où mon monde s'est réellement écroulé, est encore vif. J'avais passé tout l'après-midi à répéter les mots, à imaginer son sourire, peut-être un geste tendre, une étreinte. J'avais tant espéré que l'annonce de ma grossesse adoucirait Antoine, qu'elle ferait refleurir en lui l'homme que j'avais cru aimer au début. L'idée de fonder une famille, de partager cette joie, était pour moi une bouée dans le courant froid de notre mariage. Je voulais croire que cela nous rapprocherait, que cela réveillerait une humanité endormie. Il est rentré tard ce soir-là, comme à son habitude. Il a desserré sa cravate, jeté son stylo de marque sur le comptoir de marbre, et a consulté son téléphone comme si j'étais transparente. Il ne m'a presque pas regardé. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient légèrement alors que je lui tendais la petite enveloppe blanche contenant les résultats des analyses. « Antoine », avais-je murmuré, ma voix étranglée par l'émotion. « Je suis enceinte. » Un instant. Juste un clin d'œil. Son expression s'est adoucie, comme une lueur lointaine du jeune homme insouciant qu'il était autrefois. Mais cette lueur s'est éteinte aussi vite qu'elle était apparue. Sa mâchoire s'est serrée, ses yeux sont devenus froids. Le silence qui a suivi m'a paru interminable, comme si la ville entière, en contrebas, avait cessé de respirer. « L'Élise » a-t-il enfin dit, sa voix basse, sèche, professionnelle, comme s'il discutait de pertes trimestrielles plutôt que de notre enfant. Comprends-tu ce que cela signifie en ce moment précis ? Avant l'introduction en bourse, avant la tournée de presse, avant que tout ce que j'ai bâti ne soit enfin à ma portée ? Mes lèvres se sont entr'ouvertes. Antoine, c'est notre bébé. Mais il a reculé d'un pas, comme si le mot bébé contaminait l'air. C'est le pire moment possible. Les investisseurs ne veulent pas d'un PDG distrait avec une femme enceinte. Penses-tu qu'ils me feront confiance pour diriger une entreprise valant plusieurs milliards d'euros s'ils voient le chaos dans ma vie personnelle ? Le chaos. C'est ainsi qu'ils qualifiaient notre enfant. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai essayé de rester ferme. Je pensais juste que tu. Il m'a coupé net. Tu ne pensais pas.
tu aurais dû être plus prudente. Mon souffle s'est bloqué. Alors, c'est ma faute? Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Le poids de sa déception a écrasé toute la pièce. Le Pantoute s'est soudainement senti trop grand, trop froid, trop vide pour nous deux. Antoine a fait les 100 pas, marmonnant des mots sur les actionnaires, l'image publique, les journalistes, le calendrier. Pas une seule fois il n'a prononcé le mot au bébé. Pas une seule fois il n'a dit nous. Et alors que je me tenais là, les bras croisés sur mon ventre, un petit geste protecteur que je ne réalisais pas encore, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Les jours qui ont suivi ont été un long chemin de croix. Antoine continuait de me presser, avec cette froideur qui me glaçait le sang. Nos discussions n'étaient plus des échanges, mais des monologues où il assénait ses arguments, toujours les mêmes. Il me voyait comme une menace pour son empire, une variable imprévue dans une équation parfaitement calculée. Il ne cherchait pas à comprendre mes sentiments, seulement à éliminer le problème que représentait cette grossesse à ses yeux. Il semblait vivre dans un monde où l'humain n'avait pas sa place, seulement les chiffres et les stratégies. Je me souviens d'une soirée, dans un de ces restaurants parisiens feutrés, où la lumière tamisée masquait les ans et où les prises astronomiques tenaient les gens ordinaires à distance. J'étais assise à une petite table de coin, mes doigts traçant le bord d'un verre d'eau en l'attendant. L'atmosphère, habituellement apaisante, me tordait l'estomac de terreur. Quand Antoine est enfin arrivé, il ne m'a pas salué d'un baiser. Il n'a pas touché ma main. Il n'a même pas demandé comment j'allais. Il s'est simplement glissé sur la chaise en face de moi et a ouvert le menu comme s'il s'agissait d'un dîner d'affaires routinier. Je me suis forcé à parler. Antoine, nous n'avons pas fini de parler hier soir. J'ai besoin que tu me dises ce que tu ressens vraiment. Il a abaissé le menu d'une fraction. Ce que je ressens, a-t-il dit, c'est de la déception. Ces mots m'ont transpercé. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table, sa voix froide mais contrôlée. Mais tu savais à quel point cette année est importante pour moi, pour l'entreprise, pour l'introduction en bourse, et tu as quand même laissé cela arriver. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Laissez, Antoine, je n'ai pas fait cela seul, et ce n'est pas quelque chose à me reprocher. C'est notre enfant. Le serveur s'est approché, mais Antoine l'a congédié d'un signe de main sec. Ses yeux sont restés fixés sur moi. Élise, a-t-il dit, un bébé en ce moment ruinerait tout. Les investisseurs ne font pas confiance à l'instabilité. Ils veulent un PDG avec une image parfaite, discipliné, concentré, sans contrainte. Sa mâchoire s'est serrée. Une femme enceinte envoie le mauvais message. Ma voix a tremblé. Quel message? Que tu es humain. Que je suis distrait, a-t-il claqué. Que je ne peux pas contrôler ma propre vie. Que mon jugement est compromis. J'ai senti les larmes monter à mes yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Ce n'est pas un problème de communication, Antoine. C'est un enfant, une vie. Il a exhalé bruyamment, agacé que je ne comprenne pas. Puis, il a sorti de sa veste une petite enveloppe, du même genre que celle que ses avocats utilisaient. Celle qui me rendait toujours nerveuse. Il l'a fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est, ai-je murmuré. Une clinique. Discrète, rapide. J'ai pris rendez-vous pour vendredi matin. Tu iras. Nous allons gérer cela discrètement et nous passerons à autre chose. Je l'ai regardé, l'incrédulité rampant le long de ma colonne vertébrale. Mais tu as pris rendez-vous sans me demander. Je te dis ce qui doit être fait, a-t-il dit calmement, comme s'il me guidait à travers une fusion d'entreprises. Mon souffle s'est coupé. Antoine, ce n'est pas ta seule décision. Ses yeux se sont durcis. Et si tu gardes ce bébé, Élise, tu le garderas seul. J'ai senti le sang quitter mon visage. Il n'a pas scié. Il n'a pas hésité. Il ne se souciait pas de la dévastation qui me submergeait. Je ne vais pas perdre tout ce que j'ai construit à cause de ton erreur, a-t-il poursuivi. Pense logiquement.
Ce bébé n'a pas sa place dans nos vies. Les mots ont résonné en moi comme une lourde porte qui se ferme. Une erreur. C'est ainsi qu'il qualifiait notre enfant. Mes mains tremblaient sous la table. Je pensais que tu m'aimais, ai-je murmuré. Antoine n'a pas fléchi. J'aime l'ordre. J'aime la stabilité. J'aime le succès. Et en ce moment, tu menaces les trois. Longtemps, nous sommes restés là, dans un silence douloureux. L'éclairage chaleureux du restaurant semblait soudainement dur, impitoyable. Puis lentement, Antoine a repoussé sa chaise et s'est levé. Vendredi matin, a-t-il dit. Ne rend pas cela plus difficile que nécessaire. Il est parti, sans même un regard en arrière. Je suis resté figé, les yeux fixés sur l'enveloppe, ma respiration courte et saccadée. Le monde continuait, des couples riaient, des verres tintaient, de la musique flottait doucement dans l'air, complètement inconscient que ma vie venait d'être brisée en deux. J'ai pressé une main sur mon ventre, le plus petit des gestes protecteurs, et j'ai murmuré, « Je suis désolé. » Car j'ai soudainement réalisé quelque chose de terrifiant. Je pourrais perdre Antoine, mais je pourrais perdre mon bébé aussi. Le lendemain après-midi, le ciel était bas et gris sur Paris, comme si la ville elle-même pressentait ce qui allait arriver. J'étais assise tranquillement à l'arrière d'un taxi, les mains serrées sur mon sac, fixant les bâtiments qui défilaient. Je n'avais presque pas dormi la nuit précédente. Mon cœur était meurtri, gonflé, terrifié, mais j'ai refusé d'annuler le rendez-vous. Non pas parce que j'avais l'intention d'obéir à Antoine, mais parce que je me devais d'avoir de la clarté, et j'avais besoin d'entendre la vérité de quelqu'un qui n'essayait pas de me contrôler. Quand le taxi s'est arrêté devant la clinique de la docteure Sophie Leclerc, j'ai hésité avant de sortir. Le bâtiment était petit et d'apparence chaleureuse, niché entre deux tours de verre imposantes, comme un secret fragile que la ville essayait de cacher. Je suis entré, un doux bourdonnement de musique m'a accueilli, le parfum de lavande flottait doucement dans l'air. Sophie est entrée quelques instants plus tard, un dossier à la main, ses yeux doux d'inquiétude. « Élise, a-t-elle dit doucement, vous avez l'air épuisé. » Avant que je ne puisse répondre, la porte de la clinique s'est ouverte avec une forte rafale d'air froid. Antoine. Il a rempli l'embrasure de la porte comme une tempête, costume coûteux, expression impeccable sculptée dans la pierre. Il ne m'a pas salué. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il a simplement avancé comme s'il possédait la pièce. « Faisons cela rapidement », a-t-il dit. Les yeux de Sophie ont balayé entre nous, se plissant légèrement. « Monsieur Dubois », a-t-elle dit. « Votre femme n'a pas mentionné que vous viendriez. »« Je suis ici parce qu'elle a besoin de soutien », a-t-il répondu en douceur. « Et de conseils. » Mon estomac s'est noué. Je savais ce qu'il voulait dire. Contrôle, pression, manipulation. Sophie m'a fait signe de m'asseoir sur la table d'examen. Mais Antoine a répondu à toutes les questions posées à Élise concernant les symptômes, le calendrier, même la préparation émotionnelle. « Monsieur Dubois », a interrompu Sophie, sa voix calme mais ferme. « J'ai besoin de parler à Élise seule. Si vous voulez bien patienter. » Antoine s'est raidi. « C'est inutile. » C'est le protocole, a dit Sophie d'un ton égal. Après un silence tendu, il est sorti, mais non sans un regard d'avertissement dirigé vers moi. Quand la porte s'est refermée, Sophie s'est approchée. « Élise », a-t-elle dit doucement. « Êtes-vous ici parce que vous voulez cette procédure, ou parce que vous craignez les conséquences si vous ne le faites pas ?» Cette seule question a brisé quelque chose en moi. Les larmes que j'avais retenues pendant des jours ont jailli instantanément. « Je ne veux pas perdre mon bébé », ai-je murmuré. Mais il a dit qu'il me quitterait. Il a dit que je serais seul. Il a dit que tout était de ma faute. Sophie a posé une main réconfortante sur mon bras. Rien de tout cela n'est de votre faute, et personne n'a le droit de vous forcer à prendre une décision que vous ne voulez pas prendre. J'ai craqué. Un sanglot silencieux m'a échappé, mes épaules tremblaient. Sophie m'a tendu un mouchoir. Écoutez-moi attentivement.
Si vous choisissez de poursuivre cette grossesse, vous ne serez pas seul. Je peux vous aider, mais vous devez comprendre. Il ne peut pas connaître vos plans tant que vous n'êtes pas en sécurité. J'ai dégluti difficilement. En sécurité? Sophie a hoché la tête. Les hommes qui utilisent le contrôle comme une arme ne perdent pas avec grâce. À ce moment, la porte de la salle d'examen a tremblé, Antoine, impatient, frappant fort. Sophie a baissé la voix. Quoi que vous choisissiez, je serai avec vous. Mais vous devez décider par vous-même, pas pour lui. J'ai inspiré difficilement, trouvant enfin une lueur de force au milieu de la peur. Sophie, ai-je murmuré. Je veux garder mon bébé. Sophie a serré ma main. Alors c'est ce que nous allons faire. La porte s'est ouverte à nouveau. Antoine est entré avec un calme forcé, les yeux aussi perçants que du verre. Alors, a-t-il exigé. Est-elle prête? J'ai levé la tête, les larmes séchant sur mes joues. Mais avant que je ne puisse parler, Sophie s'est placée devant moi, bloquant Antoine. Monsieur Dubois, a-t-elle dit. Nous devons parler dehors. Après que Sophie m'ait tendu la main, mon esprit s'éclaircit, une vérité s'est imposée à moi avec une force brute. Je ne pouvais plus rester. Les paroles de la docteure résonnaient dans ma tête alors qu'Antoine et elle s'affrontaient dans le couloir, leur voix feutrée mêlait l'atmosphère électrique. Vous n'êtes pas en sécurité avec lui si vous ne suivez pas ses exigences, avait-elle dit, et chaque mot était une étincelle allumant en moi un feu nouveau. La peur était immense, elle me tordait les entrailles, mais une autre émotion, plus forte, s'était éveillée, une détermination inébranlable, nourrie par cette vie minuscule qui grandissait en moi. Je devais partir. Tout de suite. Il n'y avait plus de temps pour l'hésitation. La décision était prise, définitive. Je me suis retrouvé dans un taxi, le cœur battant à tout rompre, tandis que les lumières de Paris défilaient sous mes yeux humides. La ville, habituellement si romantique, me paraissait menaçante, chaque ombre un piège potentiel. Mon retour au Pantoux sur l'avenue Montaigne fut une course contre la montre, chaque minute comptait. L'appartement, autrefois symbole de mon rêve, était devenu une prison dorée, un lieu où je ne me sentais plus en sécurité. J'ai attrapé une petite valise, mes mains tremblaient en y jetant à la hâte quelques vêtements, mon passeport, mes économies, tout ce qui pouvait tenir. Mon regard est tombé sur le bracelet Cartier qu'Antoine m'avait offert, étincelant sur la commode. Un symbole de notre mariage, de cette dépendance qu'il m'avait imposée. Je l'ai retiré de mon poignet, l'ai posé délicatement sur le marbre froid, comme pour y laisser une partie de moi que je ne voulais plus. Ce n'était pas une vengeance, c'était un acte de libération. Le silence dans l'appartement était lourd, annonciateur d'une menace imminente. Je savais qu'Antoine pourrait tout suivre. Mon téléphone, mon ordinateur. Il avait insisté pour une transparence partagée, mais c'était du contrôle pur et simple. J'ai éteint mon téléphone, l'ai déposé sur la table basse, coupant ainsi tous les liens numériques qui pouvaient me trahir. Mon cœur martelait dans ma poitrine. Sans cela, je serais plus difficile à tracer, mais cela signifiait aussi laisser derrière moi la dernière encre à mon ancienne vie. Les secondes s'égrenaient, mon anxiété grandissait. J'ai entendu le bruit de l'ascenseur au loin. Antoine. La panique m'a saisi. Je me suis caché derrière l'îlot de la cuisine, retenant mon souffle. La porte s'est ouverte. Et Élise, sa voix a résonné, calme, trop calme. Et nous n'avons pas fini de parler. Ses pas résonnaient lentement sur le parquet. Il ne m'appelait pas avec affection. Il chassait. J'ai attendu, recroquevillé, serrant la poignée de ma valise à en avoir les doigts engourdis. Il est passé devant la cuisine, se dirigeant vers la chambre, ouvrant des tiroirs, des portes. C'était ma chance. Avec des jambes tremblantes, je me suis glissé hors de ma cachette, et rampé vers la porte d'entrée, les entr'ouvertes d'un pouce, puis d'un autre. Le couloir était vide. Mon cœur battait à tout rompre alors que je sortais, refermant la porte derrière moi sans un bruit. Je n'ai pas couru avant d'atteindre l'ascenseur.
Quand la porte s'est refermée, j'ai vu mon reflet, pâle, terrifié, mais déterminé. L'ascenseur descendait, ma respiration était saccadée. Je quittais ma vie, mon mariage, tout ce que je pensais connaître. Mais je ne partais pas seul. Car en moi, un battement de cœur comptait sur mon évasion. Une fois dans la rue, j'ai levé la main pour un taxi. Mon téléphone, resté dans mon sac, a vibré. Un message d'Antoine. Juste 2 mots. Reviens. Je n'ai pas regardé en arrière lorsque le taxi a démarré. J'ai gardé les yeux fixés sur le flou lumineux des feux de circulation, luttant contre l'envie de m'effondrer. Chaque muscle de mon corps tremblait, chaque instinct criait au danger. Mais je suis restée silencieuse, concentrée sur ma respiration, sur le fait de tenir bon assez longtemps pour me rendre en lieu sûr. « Où allez-vous » a demandé le chauffeur d'une voix douce. J'ai hésité. Je ne pouvais pas aller à mon bureau, Antoine me trouverait. Pas chez des amis, je n'en avais aucun assez proche pour leur confier un secret si dangereux. J'ai ouvert mon sac et en ai sorti la carte que Sophie m'avait glissée plus tôt. Un numéro écrit à la main, l'adresse d'une autre clinique, une promesse murmurée, appelez si vous décidez de vous choisir vous-même. Gare de Rennes, ai-je finalement dit. S'il vous plaît. Le chauffeur a hoché la tête. Alors que le taxi rejoignait la circulation, mon téléphone s'est de nouveau allumé avec le nom d'Antoine. Mon estomac s'est noué. Je l'ai éteint complètement et l'ai laissé tomber dans mon sac. Je ne pouvais pas me permettre la moindre trace. Au moment où le train a quitté Paris et que la ligne d'horizon a disparu dans l'obscurité, j'ai expiré pour la première fois depuis des heures. C'était un mélange de deuil et de soulagement. J'ai serré ma valise et appuyé mon front contre la vitre froide. Je ne fuyais pas mon mariage. Je courais vers mon bébé. 2 jours plus tard, après avoir changé de train 2 fois et payé en espèces pour un 3e voyage, je suis arrivé à Rennes, une ville que je ne connaissais pas. Je l'avais choisie uniquement parce qu'elle était éloignée, anonyme et suffisamment calme pour que mon esprit cesse de crier. Sophie avait arrangé une chambre temporaire pour moi dans un foyer pour femmes, un lieu discret, introuvable dans les annuaires. Le personnel m'a offert une soupe chaude, des draps propres et un endroit pour respirer. Quand on m'a demandé mon nom, j'ai failli dire Élise Dubois, mais le mot est resté coincé dans ma gorge. J'ai dégluti. Élise Fournier. Mon nom de jeune fille était comme un retour à moi-même, un nouveau départ, une identité retrouvée. Le matin, j'allais à la clinique communautaire voisine où Sophie avait coordonné un rendez-vous prénatal sécurisé. L'infirmière là-bas m'appelait ma belle et m'apportait du thé chaud. Pour la première fois depuis l'échographie, quelqu'un me parlait de ma grossesse comme d'une chose précieuse, non comme un scandale. La nuit, je m'asseyais sur le petit patio du foyer, enveloppé dans une couverture empruntée, fixant la lune. Je posais mes mains sur mon ventre et murmurais, je ne sais pas comment faire cela, mais j'essaierai. Je promets d'essayer. Le bébé a donné un coup de pied faible un soir, juste un frisson, à peine perceptible, mais cela a suffi à me faire pleurer. Les mois se sont écoulés, chaque jour une bataille, mais aussi une victoire. En mon 7e mois, j'avais déménagé du foyer dans une petite chambre louée au-dessus de la maison d'une couturière à la retraite. Le papier peint s'écaillait, le chauffage ronronnait la nuit, et le matelas s'affaissait au milieu. Mais pour la première fois depuis des années, Élise a ressenti une étrange sorte de paix. Personne ne me demandait rien, personne n'observait chacun de mes mouvements. Je marchais au marché communautaire chaque matin, achetais des fruits en espèces, et passais mes après-midi à tricoter un petit bonnet bleu que je n'étais pas sûr de terminer. Ma vie était simple, mais elle était la mienne. Puis, une après-midi, alors que je sortais de la clinique avec mes dossiers médicaux glissés sous mon manteau, je me suis arrêté net. De l'autre côté de la rue, une berline noire était garée au coin. Mon pouls a tambouriné violemment. Les vitres étaient teintées. La voiture ne bougeait pas. Et bien que je ne puisse pas voir à l'intérieur, une horrible certitude a rampé le long de ma colonne vertébrale. Antoine avait des ressources, des équipes, des enquêteurs, des contacts dans toutes les grandes villes.
Mon souffle s'est coupé. Était-ce lui? M'avait-il retrouvé? Je me suis caché derrière un lampadaire, attendant, le cœur martelant dans mes oreilles. Un instant plus tard, la berline est partie lentement, disparaissant dans la circulation. Peut-être n'était-ce pas lui, peut-être rien, peut-être de la paranoïa. Mais au fond de moi, je savais mieux. Car juste avant que la voiture ne tourne au coin, j'ai aperçu quelque chose d'inconfondable à travers le pare-brise. Une silhouette familière, une posture familière, une manière familière de tenir un téléphone. Mon sang s'est glacé. Antoine se rapprochait. Mes jours à Rennes passaient lentement au début, chacun marqué par la peur, l'épuisement et la crainte constante de l'ombre d'Antoine qui se rapprochait. Mais quelque chose d'autre grandissait aussi en moi, une force tranquille et tremblante que je ne reconnaissais pas encore, mais elle était là, se formant à chaque battement de cœur de la petite vie en moi. C'est à ce moment que Marc Vidal, un vieil ami, est apparu. Sophie, la docteure, l'avait contacté en secret. Marc était un homme bon, intelligent, travaillant alors dans la cybersécurité, un domaine si lointain du mien, mais si vital pour ma survie. Il venait parfois avec des plats à emporter, parfois avec des lignes de code pour sécuriser davantage mes comptes, parfois simplement avec sa présence stable et rassurante. « Mais tu es forte, me disait-il. » Je ne le croyais jamais alors, mais la vie m'a forcé à le devenir. Un soir, il est venu avec une idée, une étincelle dans les yeux. « Je pense qu'il est temps que nous commencions quelque chose, » a-t-il dit. Une plateforme qui enseigne aux gens ordinaires comment fonctionne réellement l'argent. Transparente, honnête, tout ce que les gars de la finance ne sont pas. Azure Finance. L'idée m'a secoué. Non pas la vengeance, ni le pouvoir. Mais la liberté. Mes mains tremblaient quand Lucas est venu au monde. Il était si petit, si parfait. Un amour si puissant a déferlé sur moi, effaçant toute la peur, toute la douleur. Je l'ai serré contre ma poitrine, ma propre chair et mon sang. Sur le formulaire d'acte de naissance, j'ai écrit Lucas Fournier. Mon nom. Sa protection. Ce nom de famille, Dubois, aurait pu lui offrir des privilèges, des connexions, des opportunités, mais il aurait aussi pu l'enchaîner à un homme qui ne voyait en lui qu'un inconvénient. Dans ce petit hôpital de province, loin des lumières de Paris, j'ai fait le serment, silencieux mais inébranlable, je ne le laisserai jamais te faire de mal. Je ne le laisserai jamais te trouver, pas avant d'être assez forte pour me battre. Le tonnerre grondait dehors, la pluie ruisselait sur la vitre de l'hôpital comme des questions auxquelles je n'avais pas encore de réponse. Mais pour l'instant, j'avais Lucas, et cela me suffisait amplement. Sophie m'avait prévenu au téléphone, une phrase qui résonnait encore en moi, les hommes comme lui n'acceptent pas un non. Je savais que le chemin serait long, mais je n'étais plus seul. Les années suivant la naissance de Lucas se sont confondues en une longue ascension épuisante, mais aussi incroyablement gratifiante. Marc, mon ami cher, m'a aidé à me forger une nouvelle identité. Rien d'illégal, juste des couches de confidentialité bien pensées, des comptes protégés, et une empreinte numérique soigneusement effacée. Il travaillait discrètement pour me trouver des petits boulots dans la comptabilité et la saisie de données, tous à distance, tous payés en petits dépôts sur plusieurs comptes pour que rien ne puisse remonter facilement jusqu'à moi. Je travaillais la nuit, pendant que Lucas dormait dans un berceau acheté d'occasion, qui grinçait un peu quand il se tournait. Mes journées étaient un doux chaos de biberons, de pleurs, d'apprentissage de l'emmaillotage, et de moments d'amour pur, si écrasants que je ne savais comment contenir tout cela à la fois. Je pleurais parfois, quand le chauffage tombait en panne une nuit d'hiver, quand je ne pouvais pas me permettre une visite chez le médecin, quand un visage inconnu ressemblait trop à celui d'Antoine et que la panique me serrait la poitrine. Mais Marc était toujours là, parfois avec des plats à emporter, parfois avec des lignes de code pour sécuriser encore plus mes comptes, parfois simplement avec sa présence calme et réconfortante. Il me disait, « Tu es forte. » Je ne le croyais jamais alors, mais la vie m'a forcé à le devenir. Quand Lucas a eu 3 ans, j'avais réussi à me bâtir une réputation d'analyste financière fiable, travaillant à distance. Discrète, précise,
suffisamment invisible pour me sentir en sécurité. Marc, qui travaillait désormais comme ingénieur en chef dans une entreprise technologique de Sophia Antipolis, venait régulièrement à Rennes. À chaque visite, il n'apportait pas seulement son aide technique, il apportait aussi un sentiment d'avenir. Un soir pluvieux, il est arrivé avec un vieil ordinateur portable. « Je pense qu'il est temps de commencer quelque chose », a-t-il dit. J'ai cligné des yeux. « Mais commencer quoi ? » Une entreprise, a-t-il simplement répondu. Une plateforme qui enseigne aux gens ordinaires comment l'argent fonctionne réellement. Transparente, honnête, tout ce que les hommes de la finance ne sont pas. J'ai hésité. Marc, je peux à peine garder la tête hors de l'eau. J'ai Lucas. Je ne peux pas risquer. Mais tu ne risqueras rien, a-t-il dit doucement. Nous construirons lentement, discrètement, légalement, en toute sécurité. Je m'occuperai de la technologie. Tu t'occuperas des chiffres. Et nous créerons quelque chose qu'Antoine ne pourra jamais toucher. L'idée m'a secoué. Pas une vengeance bruyante, pas une quête de pouvoir. Mais la liberté. Nous avons travaillé dans des cafés, sur ma petite table de cuisine, dans des bibliothèques publiques au néon clignotant. Lucas jouait avec des crayons à nos pieds pendant que nous élaborions des schémas de flux utilisateurs et des modules financiers. Chaque mois, le projet grandissait, une ligne de code, une feuille de calcul, une petite victoire à la fois. 3 ans plus tard, il avait un nom, Azure Finance. Et les gens ont commencé à nous remarquer, un podcast financier, un petit blog, un article de presse locale me désignant comme le cerveau invisible derrière la plateforme. Élise Fournier, celle qu'Antoine avait essayé d'effacer, était en train de bâtir quelque chose de réel. Nous n'avons jamais cherché la confrontation, mais nous savions que notre travail, en mettant en lumière les pratiques opaques, pouvait déranger de grands acteurs. La transparence est une arme redoutable contre l'ombre. Un matin, alors que j'examinais de nouvelles analyses d'utilisateurs, ma boîte de réception a affiché un nouveau message. L'objet était « Demande de Dubois Capital, urgent ». Mes poumons se sont serrés. Marc s'est penché par-dessus mon épaule. « Élise, qu'est-ce que c'est ?» J'ai ouvert le message lentement, une anxiété montait en moi comme une marée. À l'intérieur se trouvait un nom que je pensais avoir échappé pour toujours, Antoine Dubois. Dubois Capital. C'était la confirmation silencieuse que notre monde, que j'avais si soigneusement reconstruit, était sur le point de rencontrer à nouveau celui d'Antoine. Marc a posé une main ferme sur mon épaule, un geste simple mais profondément rassurant. Je l'ai regardé, et dans ses yeux, j'ai vu une détermination partagée. Nous n'étions plus les mêmes, et nous n'étions plus seuls. Et la tour Dubois Capital se dressait sur Paris comme un monument à l'ambition, de l'acier, du verre et un héritage qu'Antoine Dubois croyait intouchable. Mais les empires s'effritent rarement dans les explosions, plus souvent, ils pourrissent silencieusement de l'intérieur. Antoine, trop absorbé par son besoin de contrôle, n'avait pas remarqué les fissures qui se propageaient sous ses pieds. Les lumières de la salle de conférence brillaient sur la table polie alors qu'il feuilletait les rapports trimestriels, l'irritation crispant chaque muscle de sa mâchoire. Les chiffres n'étaient pas mauvais, pas encore, mais ils changeaient. Les investisseurs hésitaient, les régulateurs fouinaient, et le plus dangereux de tout, quelqu'un avait commencé à faire circuler des questions sur la légitimité des produits financiers les plus rentables de Dubois Capital. Il a claqué le dossier. « Qui a fait fuiter cela ?» a-t-il exigé. Autour de la table, les cadres échangeaient des regards nerveux. Camille Laurent, toujours impeccable dans son tailleur crème, s'est avancée. « Il y a du bruit en ligne », a-t-elle dit. Une nouvelle plateforme, Azure Finance, dénonce les structures de prêt prédatrices. Certains de leurs exemples semblent familiers. L'expression d'Antoine s'est aiguisée. Familiar de quelle manière ? Camille a hésité. Familiar, comment, Noseur. Une pointe de colère froide l'a traversée. Qui la dirige ? Son silence s'est étiré trop longtemps. Camille a pressé Antoine, sa voix s'assombrissant. Je t'ai posé une question. Elle a dégluti.
Nous sommes toujours en train de vérifier, mais les chiffres augmentent rapidement. Leur plateforme gagne en traction. Elle a jeté un regard nerveux vers le grand écran mural affichant les analyses des médias sociaux. Et quelqu'un au conseil d'administration a signalé le nom. Élise Fournier. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Antoine s'est redressé lentement, chaque os soudainement froid. « Que as-tu dit ?» Élise Fournier, a répété Camille, sa voix à peine un murmure. Sa signature est sur certains des modules éducatifs. Elle doit être consultante, voire diriger le cadre financier. Un instant, Antoine n'a pas pu y croire. Élise, son Élise, la femme calme et obéissante qui ne comprenait pas le monde des requins et des stratégies, bâtissant quelque chose capable de le saper. C'était impossible. Sauf que ça ne l'était pas. Il a senti la chaleur monter à son visage, la colère le parcourir comme un feu rampant sous une porte verrouillée. « Trouver tout » a-t-il dit. Où elle est, avec qui elle travaille, qui la finance. Je veux chaque détail. Camille a hoché la tête, mais ses yeux scintillaient d'une émotion indéfinissable. Peut-être la culpabilité, peut-être la peur, peut-être quelque chose d'entièrement différent. Antoine s'est détourné, fixant l'immense fenêtre donnant sur la ville qu'il croyait posséder. Il avait bâti cet empire brique par brique, par le charisme, le calcul et la cruauté. Il avait sacrifié la douceur, l'honnêteté, l'humanité, tout au service du succès. Mais il y avait une chose dont il pensait n'avoir jamais à s'inquiéter. Élise. Elle était censée s'effacer. Juste un chapitre clos. Il s'était convaincu qu'elle s'effondrerait sans lui, qu'elle était trop fragile pour survivre seule dans ce monde, qu'elle ne riposterait jamais. Pourtant, la voici, créant des vagues assez grandes pour ébranler sa tour. Il a serré la balustrade, ses jointures blanchissant. « Quoi d'autre » a-t-il marmonné. Camille a expiré doucement. Les investisseurs s'inquiètent de votre réputation personnelle. Ma réputation est impeccable, a-t-il souligné, pour l'instant. Mais les murmures concernant votre mariage, la disparition de votre femme, ils refont surface. Antoine a tourné son regard vers elle. Gérer cela. J'essaie, a-t-elle dit entre des lèvres serrées. Mais les secrets ne restent pas enfouis pour toujours. Le mot a touché une corde si profonde qu'il a failli tressaillir. Les secrets enfouis pour toujours. Il s'est tourné vers la ligne d'horizon, le pouls battant violemment. Elle ne me ruinera pas. Camille l'a regardé silencieusement, son expression indéchiffrable. Et si elle essaie, a-t-elle demandé doucement. La voix d'Antoine est devenue d'un calme glacial. Et elle le regrettera. Soudain, un des analystes s'est précipité dans la pièce, pâle comme un linge. Monsieur, il y a quelque chose de nouveau. Azure Finance vient de publier une vidéo. La femme qui présente, c'est elle. Le cœur d'Antoine s'est arrêté. L'Élise a-t-il exigé. L'analyste a hoché la tête. Et monsieur, il a dégluti. Il y a un enfant avec elle. Antoine s'est figé. Un enfant? Un frisson lui a parcouru le dos. Montrez-moi, a-t-il ordonné, car quelque part en lui, une terrible suspicion avait commencé à prendre forme. Le Bristol Paris scintillait sous les projecteurs dorés, ses sols de marbre reflétant l'éclat de la richesse et de l'ambition. C'est là que les titans de la finance se réunissaient chaque année, là que des accords de plusieurs milliards d'euros naissaient et que les réputations étaient détruites en un seul moment d'inattention. Antoine Dubois y avait assisté chaque année depuis l'ascension de Dubois Capital, toujours en vedette, toujours l'homme que tout le monde voulait rencontrer. Mais cette année, quelque chose était différent. Il l'a senti dès qu'il a franchi les portes tournantes. Les conversations se sont tues plus vite, les poignées de main se sont éternisées maladroitement, les regards se sont posés sur lui, puis ont fui. Des rumeurs, a-t-il pensé. Les investisseurs étaient effrayés, peut-être par les régulateurs, peut-être par Azure Finance, peut-être par une rumeur qu'il n'avait pas encore entendue. Il a resserré sa cravate et a traversé le hall, projetant sa dominance habituelle.
la pièce s'inclinerait devant lui, comme toujours. De l'autre côté du hall, le rire d'un enfant a brisé la tension, un son petit et lumineux traversant le bourdonnement froid de l'ambition adulte. Antoine a jeté un coup d'œil vers la source, presque distraitement, puis il s'est figé. Un petit garçon, peut-être 6 ou 7 ans, était assis sur un banc de velours poli, balançant ses jambes alors qu'il tapotait sur une tablette. Il avait une chevelure sombre, un froncement de sourcils familier, et une expression qu'Antoine avait déjà vue, reflétée en lui-même quand il était enfant. Quelque chose d'inquiétant s'est tordu en lui. Quelle étrange coïncidence. Mais avant qu'il ne puisse assimiler cette pensée, une femme est apparue. Élise. Elle s'est penchée pour ajuster l'écharpe du garçon. Ses mouvements étaient tendres, naturels, protecteurs. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, plus doux, sa posture plus forte qu'il ne s'en souvenait. Elle ne ressemblait en rien à la femme effrayée qu'il avait autrefois contrôlée. Elle rayonnait de quelque chose qu'il ne lui avait jamais permis de posséder, la confiance. La respiration d'Antoine s'est bloquée. Des années s'étaient écoulées depuis qu'il l'avait vue pour la dernière fois. Pourtant, le choc l'a frappé comme un coup physique. Elle ne se cachait pas dans un appartement délabré. Elle n'était pas ruinée ou désespérée. Elle était ici, parmi des PDG, des investisseurs, des journalistes, se déplaçant avec une détermination. Tranquille. Son monde a basculé. Camille s'est approchée de lui par derrière, son expression illisible. « Antoine, qu'est-ce que c'est ?» Il n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas. Car à cet instant, le garçon a levé les yeux. Leurs regards se sont croisés, ceux d'Antoine et ceux de l'enfant. Les mêmes iris sombres, le même regard perçant, la même forme inconfondable. Non, impossible. Son pouls a tambouriné dans ses oreilles. « Et qui est-ce » a-t-il murmuré, à peine capable de parler. Camille a suivi son regard. Elle s'est raidie. Là, attendez, est-ce ? Mais Antoine était déjà en mouvement. Ses pas se sont accélérés alors qu'Élise prenait la main du garçon et commençait à le guider vers les escaliers roulants. Ses yeux se sont levés brièvement et ont croisé les siens. Le sang a quitté son visage. Sa prise s'est resserrée autour de l'enfant. Antoine a réduit la distance. Élise. Elle a tressailli comme si elle avait été frappée. Il s'est placé devant elle, bloquant leur chemin. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'incrédulité. « C'est ton fils ?» Élise a dégluti, sa respiration sifflante. « S'il vous plaît, poussez-vous. » Antoine a fixé le garçon, incapable de détourner son regard. Une réalité terrifiante et électrisante l'a traversé, sa voix s'est brisée. « Élise, de qui est cet enfant ?» Sa mâchoire s'est serrée. « L'île est à moi. » Et son père a pressé Antoine, le désespoir s'infiltrant. Les yeux d'Élise ont brûlé, non plus de peur, mais de la fureur d'une femme qui s'était reconstruite à partir des cendres. Elle s'est rapprochée, sa voix basse. « Cela ne te concerne pas. » Antoine a senti le sol s'incliner. « Élise, réponds-moi. » Elle a pris la main de Lucas, le protégeant derrière elle. « Non. » Ce seul mot l'a transpercé plus profondément que n'importe quel procès, n'importe quel scandale, n'importe quel revers financier qu'il avait jamais connu. Avant qu'il ne puisse parler à nouveau, Marc est apparu en haut de l'escalator, appelant doucement. « Élise, tout va bien ?» Le sang d'Antoine s'est glacé. Marc, avec elle, avec le garçon. Et à ce moment-là, Antoine a compris quelque chose d'horrible. Élise ne s'était pas seulement échappée de lui. Elle avait bâti une nouvelle vie sans lui. L'air dans le hall du Bristol Paris semblait soudain trop épais, trop chaud, trop bruyant. Élise pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles alors qu'Antoine Dubois se tenait à quelques centimètres d'elle, fixant Lucas comme si le sol sous lui s'était ouvert. Pendant des années, elle avait imaginé ce moment, le moment où leur monde se heurterait à nouveau, mais elle avait espéré que cela n'arriverait jamais. Pas comme ça. Pas avec Lucas levant les yeux, innocent et curieux,
inconscient de la tempête qui se préparait autour de lui. « Il est à toi », a exigé Antoine, sa voix rauque, dépouillée de son charme habituellement fin. Élise a placé Lucas derrière elle, sa main protectrice contre son petit dos. « J'ai dit, pousse-toi, Antoine. » Il s'est rapproché, ses yeux balayant entre elle et le garçon. « Et Élise, regarde-le. Il ressemble exactement. » « Cela ne te concerne pas », a-t-elle claqué. Des gens commençaient à remarquer. 2 investisseurs ont ralenti leurs pas. Une journaliste a levé la tête. Camille Laurent observait de l'autre côté du hall, la tension s'accumulant dans sa posture, ses yeux se plissant d'un intérêt prédateur. Antoine a baissé la voix, mais l'intensité n'a fait que s'accentuer. « Dis-moi la vérité. Est-ce mon fils ?» Son estomac s'est tordu. Elle n'avait pas peur de lui comme avant, mais elle était terrifiée des dégâts qu'il pouvait encore causer. À Lucas, à la vie qu'elle s'était battue pour construire, à la fragile liberté qu'elle avait sculptée à partir de rien. Avant qu'elle ne puisse répondre, Marc est descendu l'escalator, lisant instantanément la tension. « Élise » a-t-il appelé, s'avançant avec une urgence calme. « Tout va bien ?» Antoine s'est retourné vers lui comme une lame. « Qui es-tu » Marc n'a pas scié. « Son partenaire ?» Les mots ont frappé Antoine comme une gifle. « Un partenaire » a-t-il répété, les yeux plissés. « Dans quel sens ?»« Dans tous les sens qui comptent » a répondu Marc, se plaçant protecteur auprès d'Élise. Pendant une brève seconde, quelque chose a traversé les yeux d'Antoine. La rage, la jalousie, quelque chose de plus sombre avant qu'il ne se tourne vers Lucas. Le garçon a jeté un coup d'œil derrière la hanche d'Élise, curieux mais prudent. « Et comment t'appelles-tu, petit bonhomme » a demandé Antoine, sa voix s'adoucissant juste assez pour paraître humaine à nouveau. Élise s'est raidie. « Et ne lui parle pas. »« J'ai le droit de savoir » a dit Antoine. « Et s'il est à moi ?»« Il n'est pas à toi » a-t-elle coupé court sèchement. Lucas a tiré sa manche. « Maman, c'est qui ?» Mon cœur a chancelé. « Maman ?» Ce mot des lèvres de Lucas était un bouclier que je n'étais pas prête à laisser tomber. Antoine a inspiré brusquement à ce mot et quelque chose en lui s'est brisé. « Élise, tu as disparu pendant des années. Tu as menti. Tu t'es caché de moi. J'ai protégé mon enfant » a-t-elle répondu. Il s'est rapproché, sa voix basse. « Alors il est à moi. » La gorge d'Élise s'est nouée. Elle n'a pas répondu, son silence en disait assez. Les yeux d'Antoine se sont agrandis. Le sol semblait s'incliner sous lui, le poids de la réalisation s'écrasant avec une force terrifiante. « Un fils » a-t-il murmuré. « Mais tu m'as caché mon fils. » La voix d'Élise tremblait, mais elle se tenait droite. « Tu as renoncé à tout droit sur lui la nuit où tu as menacé de me détruire si je gardais ma grossesse. » Les gens observaient ouvertement maintenant. Des téléphones s'élevaient discrètement. Des murmures se répandaient comme une traînée de poudre. Le masque d'Antoine s'est complètement fissuré. « Je ne voulais pas dire. »« Mais tu l'as fait » a-t-elle dit. « Tu as voulu dire chaque mot. » Lucas s'est blotti contre sa jambe, sentant le danger, même s'il ne le comprenait pas. Marc a posé une main sur son épaule, la réconfortant. Antoine l'a remarqué. « Ne la touche pas » a-t-il claqué. « Tu ne donnes pas d'ordre ici » a répliqué Marc calmement. La sécurité s'est approchée du coin du hall, alertée par la tension croissante. La voix d'Antoine est devenue plus froide. « Élise, tu ne peux plus le cacher. S'il est à moi, je porterai cette affaire devant les tribunaux. » La glace a coulé dans mes veines. C'était ce que je craignais. Le cauchemar que j'avais fui. « Ne fais pas ça » ai-je murmuré. « Tu m'as volé mon fils » a-t-il sifflé. Et maintenant le monde entier le saura. Soudain, une voix grave derrière eux a dit, « Je pense que le monde mérite de savoir autre chose aussi, Antoine. » Tous les trois se sont retournés, et là, se tenait Armand Dubois, son expression sculptée dans la pierre.
Le hall du grand summit est tombé dans un silence étrange alors qu'Armand Dubois s'avançait. Ses cheveux argentés, son costume bleu marine impeccable et sa posture sévère portaient le poids d'un homme qui avait passé toute une vie à diriger des conseils d'administration. Mais ses yeux bleus froids et perçants, étaient fixés uniquement sur son fils. Antoine s'est raidi. Papa, ce n'est pas l'endroit. Armand l'a ignoré. Son regard s'est tourné vers Élise, puis vers Lucas, dont les petits doigts agrippaient l'ourlet de ma robe. Quelque chose s'est adouci brièvement dans l'expression de l'homme âgé, mais cela a vite disparu, remplacé par une résolution féroce et silencieuse. Et Élise a dit Armand avec un bref hochement de tête. Cela fait longtemps. J'ai dégluti. Oui, monsieur. Antoine s'est placé entre eux, sa voix tendue. Papa, ne te mêle pas de ça. C'est une affaire privée. Le ton d'Armand est devenu bas et tranchant. Ce n'est plus privé depuis que tu as élevé la voix dans un hall rempli d'investisseurs. Camille, observant de l'autre côté de la pièce, s'est raidie. Des caméras s'élevaient subtilement. Des téléphones enregistraient. Le récit échappait aux mains d'Antoine. Marc s'est rapproché d'Élise, se positionnant subtilement entre elle et le cercle croissant de curieux. Lucas s'est blotti contre ma jambe, les yeux grands ouverts et confus. Armand s'est tourné vers moi à nouveau. Ça va? J'ai hésité, déchiré entre la vérité et l'instinct de rester invisible. Je vais bien, ai-je murmuré. Non, a dit Armand. Ça ne va pas, et cela ne va pas depuis longtemps. La colère d'Antoine a éclaté. Papa, tu ne sais rien de ce qui s'est passé entre nous. Armand a lentement levé un sourcil. J'en sais assez. Un silence pesant s'est installé. La mâchoire d'Antoine s'est serrée. Elle m'a caché mon enfant. Élise a senti son souffle se couper. Même maintenant, il déformait l'histoire, se présentant comme la victime. Armand m'a regardé doucement. Est-ce vrai? Élise a levé le menton. Sa voix tremblait, mais elle n'a pas flanché. Je n'ai pas caché Lucas à un père aimant. Je l'ai caché à un homme qui a essayé de me forcer à avorter. Un homme qui m'a menacé, contrôlé, et m'a fait craindre pour la sécurité de mon enfant. Un murmure a parcouru la foule environnante. Le visage d'Antoine est devenu d'un rouge dangereux. Tu mens et puis. Élise a fait un pas en avant, sa colère bouillonnant juste sous la surface. N'as-tu pas dit que tu me ruinerais si je ne gérais pas la situation? N'as-tu pas pris un rendez-vous sans me demander? N'as-tu pas dit que je serais seul si je gardais le bébé? Son silence a tout dit. Armand a inspiré brusquement, la fureur s'allumant derrière ses yeux. Est-ce vrai? Antoine a balbutié. Papa, elle déforme. Réponds à la question, a aboyé Armand. Antoine s'est figé. La déception d'un père pesait plus lourd que n'importe quelle bataille de conseil d'administration. Armand a secoué lentement la tête. Je t'ai mieux éduqué que ça. Mais tu ne m'as pas du tout éduqué, a explosé Antoine. Mais tu étais trop occupé à bâtir ton empire. Armand n'a pas scié. Et pourtant, même moi, je savais mieux que de traiter une femme portant mon enfant comme un problème à éliminer. Les mots ont frappé plus fort que n'importe quel coup physique. Élise a cligné des yeux, stupéfaite. Elle s'attendait à ce qu'Armand prenne le parti d'Antoine. Elle n'avait jamais imaginé qu'il la défendrait, surtout en public, devant des investisseurs. Lucas a tiré ma main. Maman, on peut rentrer à la maison. Ma gorge s'est serrée. Bientôt, mon bébé. Le regard d'Antoine s'est aiguisé au mot maison, comme si le concept même lui échappait. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Si Lucas est à moi, j'irai au tribunal. J'obtiendrai la garde. Le cœur d'Élise s'est presque arrêté. Marc s'est immédiatement avancé, sa voix basse et féroce. Mais tu ne le prendras pas. Antoine a ri amèrement. Regarde-moi faire. Armand a levé une main. Antoine. Son fils s'est tourné.
Les mots suivants d'Armand étaient calmes mais mortels. Avant de livrer une guerre que tu ne peux pas gagner, tu devrais savoir quelque chose. Antoine a froncé les sourcils. Quoi? Armand a fait un geste vers Lucas. J'ai fait faire un test ADN. Le hall est tombé dans un silence suspendu. Même le bourdonnement de l'escalator semblait s'arrêter alors que les mots d'Armand Dubois résonnaient dans le hall de marbre. J'ai fait faire un test ADN. Élise s'est figée. Marc s'est raidi à côté d'elle. Le visage d'Antoine s'est vidé de ses couleurs, superposant le choc à la confusion, puis à la fureur. « Tu as quoi » a claqué Antoine. « Tu n'avais aucun droit. » Armand l'a coupé. « J'avais tous les droits. J'ai eu des soupçons dès que j'ai vu le garçon. » Une onde de murmures a parcouru la foule environnante. Lucas, ignorant le tremblement de terre politique qui se déroulait, fixait curieusement l'homme âgé. Mon cœur battait la chamade. J'avais été si prudente, évitant les hôpitaux avec des bases de données partagées, refusant les dépistages génétiques facultatifs, utilisant des pseudonymes, disparaissant entre les côtes. Comment Armand avait-il pu? Puis je me suis souvenu de la fièvre que Lucas avait eue à 5 ans. La visite nocturne à la clinique. L'écouvillon buccal que l'infirmière avait prélevé juste au cas où il s'agirait d'une souche bactérienne. J'avais signé le formulaire sans réfléchir, épuisé et effrayé. Armand avait dû trouver un moyen d'y accéder. Antoine s'est rapproché, sa voix basse et tremblante de rage à peine contenue. « Tu as violé ma vie privée. Tu as violé sa vie privée. » Armand n'a pas scié. « J'ai protégé mon héritage. Quelque chose que tu as clairement échoué à faire. » Le souffle d'Antoine s'est coupé. Marc s'est subtilement placé devant Élise, mais Armand a levé une main. « Elle n'est pas en danger de ma part. Au contraire, elle est la seule personne dans ce désordre qui mérite la vérité. » Élise a dégluti difficilement. « Quelle vérité ?» Armand m'a regardé avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. En partie culpabilité, en partie regret, en partie quelque chose d'entièrement différent. « Je sais ce qu'est mon fils », a-t-il dit doucement. « Je connais les dégâts dont il est capable, et je connais le prix que les femmes paient lorsqu'elles tombent dans l'orbite d'hommes puissants qui n'ont jamais appris la compassion. » Élise a senti les larmes lui piquer les yeux. Il n'avait pas tort. « Lucas », a poursuivi Armand, sa voix s'adoucissant légèrement. « Il est bel et bien un Dubois. Ce qui signifie qu'il est mon petit-fils et l'héritier légitime de la moitié des biens que j'ai bâtis. » Le hall a éclaté en murmures. Antoine a reculé comme frappé. « Et tu lui donnes quoi? » ?»« C'est un enfant. » »« Exactement, a dit Armand. « Un enfant innocent de ta cruauté. Un enfant qui mérite un avenir intouché par ton ambition. » La fureur d'Antoine a éclaté. « Tu la choisirais elle plutôt que ton propre fils? Après tout ce que j'ai bâti. » Le regard d'Armand s'est durci. « Tu as bâti sur de la pourriture. Je ne remettrai pas mon héritage à un homme qui détruit ce qu'il ne peut pas contrôler. » Le souffle d'Élise s'est coupé. Marc a posé une main ferme sur mon épaule. Armand s'est tourné vers moi. « Je veux vous faire une offre. » Antoine a éclaté de rire amèrement. « Oh, ça va être bon. » Mais Armand l'a ignoré. « Élise, » a-t-il dit attentivement. « Je veux établir une fiducie pour Lucas. Des actifs protégés, des fonds pour l'éducation, une couverture médicale et un bouclier juridique complet contre la portée d'Antoine. » Ma poitrine s'est serrée. « Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela pour nous? » La voix d'Armand s'est abaissée. « Parce que j'ai échoué avec une autre femme il y a des années, et je ne répéterai pas cette erreur. » Les yeux d'Antoine se sont plissés. « De quoi parles-tu? » Armand n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a fait face à Élise pleinement. « Vous avez passé des années à courir, à vous cacher, à vous battre seul, mais vous n'avez plus à le faire. Je peux vous aider à assurer l'avenir de Lucas de manière permanente. » Élise a secoué la tête, submergée. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. »
C'est juste, a dit Armand doucement. La confiance se gagne. Je peux. Commencer maintenant. Élise a hésité. Marc a serré ma main, murmurant, écoutez-le. Armand a tendu une petite enveloppe, lourde, d'apparence officielle. Ceci contient la première ébauche de la fiducie, examinée par mes avocats. Vous ne me devrez rien, et Antoine n'aura accès à pas un seul centime. Antoine a bondi en avant. Mais tu ne peux pas me rayer de la vie de mon propre fils. Armand s'est retourné, sa voix glaciale. Mais tu as renoncé à ta place quand tu as essayé de l'effacer avant même sa naissance. Antoine a tressailli. Mes mains tremblaient en fixant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait la protection, une bouée de sauvetage, un avenir. Mais alors que je tendais la main, une nouvelle voix a résonné à travers le hall. Mademoiselle Fournier. Mademoiselle Élise Fournier. Toutes les têtes se sont tournées. Une femme en tailleur bleu marine se tenait au bureau d'accueil, tenant un dossier juridique. Je suis ici au nom des services de protection de l'enfance, a-t-elle annoncé. Nous avons reçu un rapport concernant un enfant potentiellement en danger. Mon estomac s'est tordu. Le rapport avait été déposé sous un seul nom, Antoine Dubois. La lueur dorée du hall est devenue froide alors que l'agente des services de protection de l'enfance s'avançait. Mon estomac s'est tordu violemment, mes bras serrant instinctivement Lucas contre moi. Le petit garçon me regardait, confus par la tension soudaine, ses petits doigts s'agrippant à mon pull. Madame, a dit l'agente doucement, nous avons reçu un signalement anonyme indiquant que votre enfant pourrait être en danger. Nous sommes tenus d'enquêter immédiatement. Anonyme, sauf que rien de tout cela n'était anonyme. Les yeux d'Antoine brillaient de triomphe. J'ai senti le sol s'incliner. Il est en sécurité, ai-je murmuré. Mon fils est en sécurité. S'il vous plaît, il y a un malentendu. Antoine s'est avancé avec un masque de fausse préoccupation. Je m'inquiète de l'environnement dans lequel elle l'élève. Elle a disparu pendant des années, a coupé tout contact, et maintenant elle fréquente des individus douteux. Je n'ai eu d'autre choix que d'informer les autorités compétentes. J'ai failli m'étouffer. Mais tu as fait ça? Comment oses-tu? Armand a coupé court. Mais tu es allé trop loin. Mais Antoine l'a ignoré, s'adressant à l'agente avec une autorité calme. Je suis prêt à coopérer pleinement. Je prendrai même la garde temporaire jusqu'à ce que cela soit résolu. Tout mon corps s'est glacé. Garde temporaire. Ces deux mots étaient une sentence. Marc s'est placé entre eux. Vous ne prendrez Lucas nulle part. L'agente a levé la main. Restons calmes, mademoiselle Fournier. J'ai juste besoin de vérifier le bien-être de l'enfant. Nous pouvons le faire en privé si vous préférez. J'ai hoché la tête, tremblante. Oui, s'il vous plaît. L'agente m'a guidé de quelques pas pendant que Lucas s'accrochait à moi, enfouissant son visage contre mon épaule. Je lui ai murmuré des mots apaisants, mais mon esprit s'embrouillait. Antoine avait prédit cela, planifié cela. Une affaire au service de protection de l'enfance, même temporaire, pouvait tout détruire. Ma sécurité, ma crédibilité, même l'avenir d'Azur Finance. Armand les a regardés partir, la mâchoire serrée de fureur. Es-tu satisfait? A-t-il sifflé à Antoine. Et terrifier ton propre fils? Ce n'est pas mon fils tant que je ne le dis pas, a claqué Antoine. Et si elle pense qu'elle peut revenir à la vie publique et le parader? Armand s'est rapproché, sa voix devenant mortelle. Dis un mot de plus et je m'assurerai que tu n'hérites pas un seul centime du domaine du bois. Antoine a ouvert la bouche, mais Armand a levé un doigt, le faisant taire comme un enfant. Mais tu as fait du mal à cette femme. Tu l'as menacée, et si je ne me trompe pas, tu as soumis un faux rapport au service de protection de l'enfance, ce qui est une infraction pénale. La couleur a quitté le visage d'Antoine. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Armand s'est détourné de lui entièrement, vers Marc. Marc, a-t-il dit doucement. Suivez-moi. Marc a hésité,
puis a jeté un coup d'œil à Élise, toujours interrogée doucement par l'agente. Son visage était pâle, tremblant, mais plein de feu. Il a hoché la tête et a suivi Armand vers une alcôve privée près de la salle de conférence. Armand n'a pas mâché ses mots. « Je vais protéger cette femme et son fils, mais j'ai besoin de votre coopération. » « Pas de question, » a dit Marc. Armand l'a étudiée. « Vous tenez à elle. » Marc n'a pas feint le contraire. « Oui, beaucoup. » Alors vous comprendrez ce qui est en jeu. Antoine tentera toutes les astuces juridiques possibles. Des demandes de garde, des récits publics, des campagnes de dénigrement. Il brûlera la terre avant de la laisser gagner. La mâchoire de Marc s'est serrée. Alors nous le battrons avec la vérité. Armand a esquissé un petit sourire sinistre. Exactement. Et la vérité est quelque chose que mon fils n'a jamais appris à gérer. Il a sorti de sa veste une clé USB. Ceci contient des communications internes, des documents financiers et des messages personnels qu'Antoine espérait ne jamais voir la lumière du jour. Assez pour exposer sa mauvaise conduite, sa contrainte et ses mensonges. Les yeux de Marc se sont agrandis. « Pourquoi me donner cela ?»« Parce que, » a dit Armand, « si je le publie, cela ressemble à une querelle familiale. Si vous le publiez via Azure Finance, cela devient une responsabilité publique. » Marc a dégluti. Cela pourrait le ruiner. Le regard d'Armand n'a pas vacillé. Il s'est ruiné lui-même. Ils se sont retournés alors que l'agente des services de protection de l'enfance s'approchait à nouveau, cette fois avec une expression différente, de l'inquiétude, de la confusion, de l'urgence. « Madame Fournier » a-t-elle appelé. « J'ai besoin de vous parler immédiatement. » Élise est restée très immobile. L'agente a levé un papier. « Je viens de recevoir de nouvelles informations, et le rapport a peut-être été altéré. » Marc et Armand ont échangé un regard perçant. Puis l'agente a prononcé les mots qui ont failli faire plier Élise. Et il semblerait que quelqu'un d'autre ait déposé un deuxième rapport. Celui-ci accuse Antoine Dubois de mettre l'enfant en danger. Un instant, on aurait dit que tout le Bristol Paris avait cessé de respirer. La voix de l'agente des services de protection de l'enfance a résonné sur le sol de marbre alors qu'elle brandissait le deuxième rapport. Cette allégation a été déposée tôt ce matin, a-t-elle dit, et elle contredit directement la première. Elle affirme que M. Dubois a créé un environnement menaçant pour la mère et l'enfant. Des halètements ont flotté dans la foule. Le visage d'Antoine s'est vidé de ses couleurs. Quoi? C'est absurde. Qui ferait ça? Armand a parlé avant qu'il ne puisse finir. Mais quelqu'un qui a finalement décidé de cesser de tolérer ton comportement. Antoine l'a fixé. Mais tu as fait ça? Tu as déposé un rapport contre ton propre fils? J'ai déposé un rapport, a dit Armand calmement. Contre un homme qui a mis en danger une femme sous sa garde et a essayé d'effacer son propre enfant. La pièce a éclaté en murmures. Les caméras ont commencé à s'orienter discrètement. Les journalistes se sont rapprochés. Les investisseurs ont échangé des regards stupéfaits. L'image parfaite qu'Antoine avait cultivée pendant des années, le PDG intouchable, la marque impeccable, le visionnaire discipliné, se fissurait en temps réel. Élise tenait Lucas serré, debout à côté de Marc, ressentant à la fois la terreur et la justification. Elle ne voulait pas de scandale. Elle ne voulait pas de vengeance. Mais voir Antoine acculé, forcé de faire face à la vérité au lieu de se cacher derrière des avocats et de l'argent, a envoyé une bouffée de soulagement tremblante dans ma poitrine. L'agente des services de protection de l'enfance s'est éclairci la gorge. Et étant donné les rapports contradictoires, nous allons lancer une enquête approfondie. Cela inclut des entretiens, des évaluations à domicile. Antoine a claqué. Je ne vous laisserai pas m'enquêter comme un criminel. Ce n'est pas votre décision, a-t-elle répliqué. Armand s'est avancé vers lui. Oh mon fils, arrête avant de rendre les choses pires. Antoine s'est retourné vers lui, la rage flamboyante dans ses yeux. Mais tu m'as trahi. Après tout ce que j'ai bâti,
tout ce que j'ai fait pour cette famille, tu te ranges de son côté. Armand n'a pas scié. Je me range du côté de la vérité. La vérité, a craché Antoine. La vérité, c'est qu'elle est partie avec mon enfant. Elle a menti. Elle s'est cachée de moi pendant des années et maintenant elle se montre avec ce nerf de la technologie et attend de la sympathie. Marc s'est avancé, sa voix calme mais tranchante comme de l'acier. Là, attention. Et qu'est-ce que tu vas faire, a aboyé Antoine. Et pirater mes emails? Publier un blog? Tu penses que tu es dans ma ligue? Marc n'a pas bougé. N'a pas élevé la voix. Je n'ai pas besoin d'être dans ta ligue pour exposer ce que tu as fait. Antoine a ri, un rire sec et incrédule. Mais quelque chose dans son expression a vacillé. La peur. Une vraie peur. Parce qu'au fond de lui, il savait qu'Azur Finance était devenue puissante, respectée et surveillée. Et parce qu'il savait que Marc ne bluffait pas. L'agente des services de protection de l'enfance a interrompu. Monsieur Dubois, vous devrez vous conformer à l'enquête. Et mademoiselle Fournier, veuillez rester disponible pour les suivis. J'ai hoché la tête, ma respiration saccadée. Lucas a enfoui son visage dans mon épaule, submergé. Puis Armand a élevé la voix juste assez pour être entendu dans tout le hall. Cela se termine aujourd'hui. Tout le monde s'est tourné vers lui. Je retirerai immédiatement mon soutien financier à Dubois Capital, a-t-il annoncé. Avec effet immédiat. Un long silence stupéfait a suivi. Même Camille a eu l'air choquée, sa main s'est portée à sa bouche. La voix d'Antoine s'est brisée. Papa, tu ne peux pas. Pas maintenant. Je peux, a dit Armand. Et je le ferai. Le conseil recevra les documents dans l'heure. Sans mon soutien, l'introduction en bourse est bloquée, et sans ma signature, tu perds le contrôle de vote. Les investisseurs ont échangé des regards de panique. Quelques-uns se sont éloignés d'Antoine, se distançant d'un navire en perdition. Tu as tout ruiné, a murmuré Antoine, horrifié. Non, a répliqué Armand calmement. Tu as tout ruiné quand tu as choisi le pouvoir plutôt que l'humanité. J'ai senti ma gorge se serrer. Je ne voulais pas qu'Armand détruise son propre fils, mais je ne pouvais nier la justice de ses paroles. Antoine a regardé autour de lui d'un air sauvage, la poitrine haletante, la sueur perlait à ses tempes. Son empire s'effondrait. Son père s'était retourné contre lui. Ses mensonges s'effilochaient publiquement. Et le garçon qu'il avait essayé d'effacer se tenait à 3 mètres de là. Camille s'est soudainement avancée, la voix tremblante. Antoine, nous devons parler en privé. Mais Antoine ne l'a pas entendu. Ses yeux s'étaient fixés sur Lucas, grands ouverts, innocents, attentifs. Et puis, d'une voix vide d'incrédulité, il a murmuré, « Il est vraiment à moi, n'est-ce pas ?» L'histoire d'Élise Fournier se termine ici. Que pensez-vous des décisions d'Élise Fournier? Auriez-vous agi différemment à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je lis chacun de vos mots. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec quelqu'un que vous pensez qu'elle émouvra aussi, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être la vôtre, celle que vous aurez à raconter.